Malmila. Ok, Voilà. merci. Donc, cette question va aussi avoir un impact sur l'aménagement du territoire, puisque on a vu que le télétravail peut se faire non seulement au domicile, mais aussi dans des lieux ad hoc, des lieux adaptés au coworking. Et on en parlait encore l'autre jour, c'est assez frappant de voir des petites villes utiliser cet argument pour renforcer leur attractivité, ou alors des villes situées au soleil, comme en Espagne ou dans le sud de la France, qui font des offres en ayant des rabais, y compris en matière immobilière, pour pouvoir venir télétravailler au soleil. Voilà, donc ça fait évidemment beaucoup de questions. Je crois que Cédric est particulièrement bien armé pour nous répondre, puisqu'il est responsable de la recherche chez Cushman et Wakefield. Voilà, donc je te passe la parole, Cédric. Peut-être tu peux commencer aussi par présenter ton activité et ta société, et puis démarrer avec la situation générale des bureaux. Alors, petit rappel. Donc, la première chose, c'est je demande donc aux participants de couper leur caméra et leur micro. Et d'autre part, le webinaire ici est enregistré, donc je suppose que ça n'est pas un souci pour toi, Cédric. S'il y en a qui veulent intervenir de façon masquée, ils peuvent toujours, mais le principe, c'est que ces webinaires seront évidemment mis sur le site de For Urban Passion pour les gens qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui souhaiteraient pouvoir le visionner. Très bien, merci beaucoup pour l'introduction, Benoît, et merci beaucoup pour l'invitation également. Je me suis aussi servi une petite bière, pas aussi bien que Benoît, elle est encore en bouteille, mais voilà, si vous voyez 2 minutes que j'ai un petit coup de chaud ou un petit coup de soif, je me permettrai de m'interrompre 2 petites secondes pour la présentation. En fait, pour me présenter rapidement, je vois dans les participants, en tout cas, beaucoup de noms connus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai travaillé avant de rejoindre Cushman & Wakefield pendant presque 10 ans pour la région bruxelloise à l'aménagement du territoire, notamment pour Benoît, pendant quelques années avant de rejoindre la ADT, et j'ai rejoint ce qui était précédemment DTZ et qui est devenu Cushman & Wakefield, vu que nos sociétés immobilières, ou en tout cas de conseil en immobilier, vont au gré des rachats, fusions, acquisitions, etc., changent de nom, mais ne changent pas nécessairement de fonction. J'ai rejoint donc Cushman & Wakefield en 2012 maintenant, donc ça fait bientôt 10 ans que je suis là. En tant que responsable du département recherche, qu'est-ce que c'est que le département recherche? En gros, c'est un département qui essaye de collecter un maximum d'informations sur l'évolution des marchés immobiliers en général, pas que le bureau, mais tous les marchés immobiliers à l'échelle belge et luxembourgeoise, en tout cas pour les activités qui me concernent, et aussi qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde pour voir quel événement, quel choc économique notamment pourrait avoir sur l'évolution du marché belge, en ayant des références ailleurs dans le monde, puisqu'on le voit de manière assez générale, ce qui se passe ailleurs dans le monde arrive finalement à Bruxelles avec 6 à 9 mois de retard. D'une manière générale, en tout cas, un choc économique enregistré à Londres ou à Paris, on sait que la tendance va arriver 6 à 9 mois plus tard en Belgique, avec la grande différence que la pandémie de Covid-19 a touché tout le monde à peu près en même temps, avec des évolutions très différentes par ville ou par pays en tout cas. Et maintenant, on est en train d'essayer de comprendre un petit peu comment des villes ou comment des pays comme l'Australie ou la Chine notamment, ou en tout cas toute l'Asie, se remet au travail avec des messages très variés encore pour le moment, et ravi de pouvoir en discuter avec vous. J'ai préparé quelques slides qui sont très centralisés ou très focus en tout cas sur Bruxelles. Je vois qu'il y a a priori beaucoup de personnes qui sont de Bruxelles dans l'assistance, donc je pense que ça ne posera pas trop de soucis. Mais il y a des considérations économiques et en tout cas au niveau de l'impact sur le marché immobilier bureau pour les régions que je pourrais vous mentionner
mentionné également. Je vais essayer de faire ça en une petite vingtaine de minutes, si ça vous va. Et après, ben, large temps pour les questions-réponses. Je crois que ce sera le plus intéressant parce il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, je vois que Benoît, si c'est toi, en tout cas, tu vas devoir m'autoriser à partager mon écran avec les participants. Sinon, je ne vais pas arriver à partager la présentation. Sinon, en tout cas, ouais, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, L'écran partagé? Non. non, en fait, moi, j'ai un bouton partager écran, mais il est mentionné, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, tu devrais, à mon avis, cliquer, tu vois, ma petite vidéo sur ton bandeau, je suppose, il doit y avoir 3 boutons. Et tu dois pouvoir dire que je suis soit administrateur de la réunion, soit m'autoriser à partager mon écran. Attends, je vais demander. Oui, parce que c'est pas moi qui ai lancé la réunion. Ah oui, ok. Donc, Sinon, en tout cas, ce que je peux commencer à évoquer, c'est que bien évidemment, ben, le marché immobilier de bureau, attends, Cédric, Alain Crosier, tu l'as? je vois qu'il est présent en tout cas. Alain? Bon, je vais l'appeler, je vais lui téléphoner. Oui. Ça va, très bien. Parce que, en tout cas, ce qu'on peut évidemment mentionner déjà d'entrée de jeu, pas besoin des slides pour ceci, c'est que inévitablement, le marché immobilier de bureau est très, très lié à l'activité économique, comme Benoît l'a mentionné. Et ben, sans surprise, en fait, l'impact très clair du Covid-19 ou de la Covid-19, selon qui veut le mettre au féminin ou au masculin, a eu un impact gigantesque sur l'évolution du taux de croissance du PIB en 2020, puisqu'on a perdu près de 6% à l'échelle belge, un rebond espéré en tout cas pour 2021 de près de 4%. Et donc, on pourrait se dire que voilà, le marché immobilier a traversé une mauvaise passe en 2020, mais on va se rendre compte et on se rend déjà compte que les effets sont à beaucoup plus long terme que uniquement un choc qui a duré quelques mois ou qui va encore durer quelques mois. Donc, on est vraiment devant un changement fondamental du marché immobilier de bureau et j'ai aucun souci à le mentionner. Là où vous le voyez peut-être dans les journaux, certains de nos confrères ou je dirais des commerciaux ou oui, vraiment des responsables investissements vont avoir un langage peut-être un peu plus langue de bois, je dirais, ou en tout cas plus optimiste sur l'avenir du bureau. Je pense vraiment que le bureau va radicalement changer dans les mois à venir et dans les années à venir. L'immobilier est un gros paquebot qui ne bouge pas très vite, donc les changements vont se manifester à relativement long terme, mais en tout cas, il va y en avoir et le bureau d'aujourd'hui ne sera clairement pas le bureau de demain avec une réduction de surface et une nouvelle manière d'envisager les espaces de travail. On va y revenir par après. Mais donc, en tout cas, très clairement, gros choc économique en 2020 qui aura des répercussions en 2021, puisque rien que pour Bruxelles, on pense que le taux de chômage, voilà, je vois que je peux en tout cas enregistrer la réunion, donc j'espère que je vais pouvoir partager l'écran également. Non, toujours pas, malheureusement. Je vous laisse encore essayer. Donc, je continue en tout cas sur l'économie. Taux de chômage qui est attendu en tout cas à repartir sérieusement à la hausse pour Bruxelles en 2021 et qui devrait malheureusement rester à des niveaux élevés en 2022-2023, malgré une petite diminution ou une lente diminution à partir de 2022. On pense quand même que le chômage va connaître en tout cas une évolution. Si on était passé en sous la barre, je dirais, des 12 ou proche des 12% à Bruxelles, on devrait repasser à du 14, voire presque du 17% selon les scénarios au niveau du taux de chômage pour 2021 et une réduction successive jusqu'à 2025, mais on ne devrait pas retourner en tout cas au niveau
pré-Covid, malheureusement avant 2026-2027. Et vous le verrez plus tard dans la présentation, en tout cas, le taux de chômage a un impact très important sur le taux de vacances, puisqu'il y a une corrélation très forte entre l'un et l'autre. Et ceci va être un des effets importants de l'évolution du marché de bureau à travers la Belgique et pas seulement à Bruxelles, même si Bruxelles va être plus impactée que les autres régions du pays. Que vous dire d'autre? En fait, ce qu'on voit aussi, Cédric, c'est tu peux que... essayer de Oui, partager? oui, je réessaye maintenant. Ah, voilà, merveilleux, ça fonctionne. Donc, je vais partager Ok, ceci. c'est bon, parfait. Merci. Oui. Voilà, très bien. Donc, tout le monde voit bien l'ensemble de la présentation? Enfin, j'imagine, hein, donc. Oui, Voilà, tout à en fait. fait, ok, super. Donc, clairement, impact du taux de chômage, je vous le disais, donc, en tout cas, impact plutôt de la régression ou de la récession économique en 2020 qui va perdurer encore quelques mois. Impact sur le taux de chômage au niveau de la Belgique, puisque vous voyez qu'on était en dessous de 6% en 2020, on va repasser autour de 7,5% en 2021. Bruxelles, je vous l'ai mentionné, encore un cas à part, on aura l'occasion d'y revenir par après. Sinon, que vous dire d'autre au niveau économique? Les revenus des consommateurs ont été impactés, ça a un peu moins d'importance, en tout cas pour le marché immobilier bureau. Ça en a eu beaucoup pour le commerce, comme vous pouvez vous en douter. Et sinon, ce qui est intéressant aussi à avoir à l'esprit, c'est que les prévisions, en tout cas de Eurostat, nous disent clairement qu'on ne reviendra pas au niveau, en tout cas, d'activité économique pré-Covid avant fin 21, voire mi-2023 dans le pire des cas. Donc, on est vraiment sur un scénario dépendant de la vaccination, des potentielles vagues suivantes qui vont avoir un impact à relativement long terme sur l'économie. Après, pour entamer vraiment la discussion sur le marché bureau et essentiellement Bruxelles dans un premier temps, peut-être juste pour vous placer un peu en perspective quand même les chiffres. Voilà, Bruxelles, c'est quoi? C'est 13,5 millions de mètres carrés bureaux. Et quand je parle de Bruxelles, vous le verrez après, on est sur Bruxelles 19 communes plus la périphérie ou l'Interland économique de Bruxelles, qui est en partie la Flandre et en partie le Brabant wallon, pardon. Donc 13,5 millions de mètres carrés de bureaux, ça fait de Bruxelles en tout cas la huitième ville la plus importante en termes de stock à l'échelle européenne. Vous voyez qu'on est loin derrière Paris ou Londres, mais on fait jeu égal avec pas mal de capitales européennes ou de villes en Allemagne notamment. Et un marché qui, en tout cas au niveau belge, si vous le regardez plus précisément, Bruxelles, donc je vous l'ai mentionné, 13,5 millions de mètres carrés. Anvers, qui est la deuxième ville en termes de mètres carrés bureaux la plus importante du pays, qui tourne, je dirais, autour de 2 millions, 2 millions 100 de mètres carrés de stock. Et vous voyez que la première ville wallonne, en termes d'activité immobilière tertiaire, est Liège, avec un stock, je veux dire, entre guillemets, de seulement 450 à 500 000 mètres carrés. Donc, vous voyez très clairement la différence, en tout cas en termes d'importance du poids immobilier tertiaire entre Bruxelles et les autres villes du pays. Et les petites pastilles bleues que vous voyez sur le graphique, en fait, vous montrent quel est le niveau de ce que nous, on appelle dans notre jargon le take-up, qui en fait est la prise en occupation. Ce sont donc le nombre de mètres carrés qui sont loués chaque année sur le marché bruxellois, sur le marché anversois, où la prise en occupation tournait autour de 400 000 mètres carrés par an. Après Covid, vous verrez qu'on n'est plus du tout dans ces niveaux-là et qu'on va ne plus jamais y retourner. Ça paraît assez évident, avec beaucoup de questions qui vont inévitablement se poser sur l'avenir du bureau. Intéressant quand même à avoir à l'esprit à ce stade-ci, c'est la grande différence qu'il y a en fait entre justement Bruxelles, qui est une ville très administrative, la fonction européenne occupe à peu près 15% du parc immobilier, la fonction administrative fédérale et régionale en occupe un autre 20%. Donc, on est sur un poids immobilier, un poids administratif très, très important. On est sur la présence de très grands groupes, de très grands sièges de banques et assurances qui ont eu une politique très, très drastique, je dirais, en termes d'imposition du télétravail pour l'ensemble de leurs employés. Là où les autres villes du pays ont un petit peu moins souffert, je dirais, de cette imposition massive du télétravail parce que des villes de taille plus petite, je fais référence, elles ne sont même pas sur le graphique tellement elles sont petites, mais des villes comme Asselt, comme Mons,
etc., ont connu en tout cas une reprise de l'activité un peu plus rapide en termes de location et de dynamique économique, un peu plus rapide parce que plus d'entrepreneurs, moins de contraintes, je dirais, administratives ou procédurières par rapport à une imposition du temps de travail au bureau. Et on voit vraiment que là où Bruxelles a mis un petit peu de temps à récupérer après la première pandémie et où on est encore, en tout cas après le premier lockdown, pardon, et où on est encore en train de récupérer maintenant avec une imposition de télétravail à 100%, là où c'est possible. On a encore vraiment très peu d'activités qui se passent dans les bureaux. Les autres villes du pays surfent un petit peu sur justement cette flexibilité, sur le fait qu'il y a un esprit un peu plus entrepreneurial pour montrer davantage de dynamisme que Bruxelles. Après, est-ce que ça va se vérifier dans le temps? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ce stade, mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a pour l'instant, en tout cas, une différence d'activité et de dynamique immobilière entre Bruxelles et Anvers d'une part et les autres villes du pays d'autre part. Pour continuer, donc Bruxelles est divisée en plusieurs districts. Je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus, mais en gros, un centre-ville qui fait 65% du stock, un quartier décentralisé ou des districts décentralisés qui représentent 20% du stock de bureaux. Et donc ça, ben, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie, ben, Bruxelles, 19 communes, c'est ceci, c'est le bleu ciel et le bleu marine. Et vous voyez que tout le ring, en fait, ou en tout cas toute l'activité en vert qui est la périphérie, comprend une bonne partie des communes qui se situent le long du ring, que ce soit dans le Brabant flamand ou le Brabant wallon, avec la zone de l'aéroport. Et donc là-dessus, 15% du stock de bureaux à l'heure actuelle. Important à avoir à l'esprit, je vous en parlais en introduction en termes de take-up ou de prise en occupation. Vous voyez que voilà, par trimestre, en fait, on enregistrait jusqu'à la enfin, je dirais avant la période pré-Covid, une activité qui tournait en moyenne autour de 400 000 m² avec des fluctuations assez importantes, principalement dues aux locations des pouvoirs publics. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous voyez que même évidemment et inévitablement, 2020 et surtout depuis mars 2020, il y a eu une énorme diminution de l'activité locative sur le marché bruxellois. Ça s'est vérifié assez fortement en Flandre, ça s'est beaucoup moins vérifié en Wallonie, qui en fait a bénéficié, je dirais, de deals qui étaient déjà bien emmanchés pré-Covid, essentiellement des pouvoirs publics ou de quelques banques et assurances pour booster l'activité. Donc en fait, la Wallonie a, malgré le Covid, connu une de ses meilleures années en termes de prise en occupation. Là où Bruxelles, en fait, a connu la pire année sur les 20 dernières années. Donc on est vraiment sur des dynamiques qui sont parfois non liées en fait au Covid, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Covid continue à peser sur l'activité immobilière à Bruxelles, malgré, vous le voyez, le début d'année 2021 qui est relativement bon. Mais en fait, si on analyse un petit peu plus les chiffres et qu'on regarde la distribution entre le secteur public et le secteur privé, vous voyez que finalement, en 2021, jusqu'à présent, on a eu pas mal d'activités enregistrées dans le secteur public, qui apparaît donc en gris sur le graphique. Et en fait, sur les 100 000 m² de location que vous voyez sur le graphique, on a eu en fait 3 transactions, 2 de la Commission européenne et une de Total qui a choisi de se relocaliser en centre-ville, qui représentent plus de 60 000 m² de location à E3. Et donc, en fait, le top 3 des locations prend plus de 50% de la prise en location totale sur le premier trimestre, ce qui vous montre que quelques deals ou quelques transactions exceptionnelles peuvent faire dire n'importe quoi aux chiffres en quelque sorte, puisqu'on a vraiment pour l'instant très très peu d'activités qui s'enregistrent à l'échelle bruxelloise, malheureusement, avec un impact potentiel sur le taux de vacances. On aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus en détail par la suite. Mais donc, pour l'instant, taux de vacances qui était ou qui est encore à 7,5% dans la moyenne européenne. Je dirais, on n'est ni le mauvais élève ni le bon élève, mais on est avec un taux de bureau vide actuel, en tout cas, qui tourne autour de 7,5%, avec des distinctions très, très fortes, en fait, entre qualité de bâtiment et localisation des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment un slide sur lequel on passe beaucoup de temps avec les investisseurs et les occupants en général. Sur le graphique de gauche, en fait, vous voyez la distribution des surfaces disponibles, donc qui sont encore supérieures à 1 million de mètres carrés à l'heure actuelle à Bruxelles, par qualité de leur bâti, je dirais. En fait, on a une typologie qui est grade A, grade B, grade C. Pour faire simple, les bâtiments grade A ont moins de 5 ans, les bâtiments grade B ont entre 5 et 15 ans et le grade C est la partie, je dirais, la plus obsolète du stock de bureaux.
à l'heure actuelle. Donc, vous voyez sur cette partie-ci qu'en fait, il y a eu un énorme rush de la part des occupants sur les bâtiments les plus qualitatifs ces dernières années. On enregistre vraiment beaucoup de demandes et de locations dans les bâtiments grade A, essentiellement pour des questions environnementales, pour des questions aussi d'image de marque. En fait, la plupart des occupants choisissent maintenant les bâtiments qui ont des certifications BREEAM ou d'autres certifications d'ailleurs dans le domaine. Et donc vraiment un vrai désir en fait des occupants et il est de plus en plus marqué d'aller se localiser dans les bâtiments les plus qualitatifs au détriment inévitablement des moins qualitatifs parce que Bruxelles, il ne faut pas se mentir, est un marché de relocalisation de sociétés. On a très peu de nouveaux occupants qui arrivent. La prise en occupation, c'est des sociétés qui bougent d'un point A à un point B et qui, en général, quand elles bougent, réduisent leur surface avec un impact sur la prise en occupation aussi, inévitablement. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est donc vraiment rush important des occupants pour les bâtiments les plus qualitatifs et rush important, vous le voyez sur la partie droite du slide, donc le graphique de droite, où le taux de vacances a été décomposé par district. Vous voyez qu'on était arrivé à un point haut en 2010 suite à la crise des subprimes à plus de 12% de vacances en général à Bruxelles. On était retombé, on est jusqu'à présent retombé en dessous des 8%, mais vous le verrez plus tard, on va clairement repartir proche des 10%, voire plus, dans les mois à venir. Et en fait, là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une énorme différence en fait en termes de diminution de la vacance selon les quartiers. On a vu, à côté d'une volonté des occupants d'aller dans les bâtiments les plus qualitatifs, une volonté des occupants d'aller dans les bâtiments les plus centraux et les plus accessibles. Et donc, clairement, on voit que le taux de vacances dans les districts centraux est pour l'instant inférieur à 4%, ce qui est en fait du jamais vu à Bruxelles, où il faut remonter aux origines du marché immobilier bruxellois pour voir des niveaux de vacances si bas, parce que vraiment beaucoup d'occupants ont choisi de quitter parfois le décentralisé et parfois la périphérie pour aller se localiser en centre-ville, ce qui est quand même assez intéressant et qui montre et qui amène quand même une réflexion assez intéressante sur l'avenir du centre-ville en bureau et surtout qui pose beaucoup de questions sur l'avenir du décentralisé et de la périphérie pour ces bureaux qui vont avoir encore des difficultés à trouver des occupants, surtout en périphérie où vous le voyez, on est encore à 18% de taux de vide pour le moment et on ne voit pas tellement comment la situation pourrait s'améliorer en périphérie en tout cas. En décentralisé, la courbe bleu marine, vous le voyez, la situation va relativement bien. Ce n'est pas parce que l'activité locative y est importante, bien au contraire, elle est très faible. C'est surtout parce que le décentralisé se prête bien à une reconversion des immeubles obsolètes ou des immeubles vides dans d'autres fonctions. Et donc, on a vraiment un processus de reconversion que vous devez tous connaître en tant qu'urbaniste, qui est lancé depuis de nombreuses années déjà à Bruxelles et qui continue heureusement à aider en fait à cette récupération du marché immobilier bruxellois jusqu'à présent. Je ne vais pas m'attarder sur les niveaux de loyer, vous montrer qu'ils sont à la hausse en fait dans le centre-ville. Donc, on voit vraiment que les occupants sont prêts à payer plus cher pour de la qualité et de la localisation ou de l'accessibilité, là où ils ont tendance à rester un petit peu plus stables dans le décentralisé et la périphérie, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Ce qui est un gros sujet en fait pour tout le monde aujourd'hui, et Benoît en a déjà touché un mot, c'est dans les surfaces mises en sous-location à l'échelle bruxelloise. Et je précise à l'échelle bruxelloise parce qu'en fait, c'est un phénomène qu'on ne voit pas ou presque pas dans les autres villes belges. En fait, la mise en sous-location d'espaces de bureaux s'enregistre vraiment massivement à Bruxelles et très peu dans les autres villes du pays. Pourquoi? Ben, je vais y revenir par après. Mais donc, clairement, pour planter un peu le décor, j'avais choisi quand même de vous montrer ceci, qui est un graphique qui vous montre l'évolution de la prise en occupation en 2019, les barres bleues marines, et en 2020, les barres gris foncé, dans différentes villes européennes, pour vous montrer qu'en fait, toutes les villes européennes ont enregistré une diminution de leur prise en occupation de près de 50 à 60% pour certaines d'entre elles en 2020, comparé à 2019. Il y a un marché qui a fait exception, c'est le marché d'Édimbourg qui a enregistré des performances importantes en 2020, mais sinon, toutes les autres villes européennes, vous le voyez, ont enregistré des diminutions très importantes de leur activité, à l'exception des villes hollandaises qui ont peut-être un petit peu mieux résisté que les autres. Mais bon, en tout cas, vraiment, le phénomène des grey space, comme nous on l'appelle, c'est donc les espaces qui sont mis en sous-location par des occupants, va prendre de l'ampleur à travers toute l'Europe. Et clairement, à Bruxelles, c'est l'aspect, ou en tout cas la question majeure à l'heure actuelle.
Donc voilà, pour simplifier, pour résumer, qu'est-ce qu'un espace gris ou un grey space ou un espace mis en sous-location? Ben, un occupant X occupait 1000 mètres carrés et il a décidé en fait de rester dans une situation future. Il décide de rester dans la même localisation, mais de n'occuper plus que, disons, 750 mètres carrés et donc de mettre 250 mètres carrés en sous-location. Ça peut être suite à juste une restructuration interne, à une volonté de nouveaux espaces de travail, mais majoritairement, c'est la crise Covid et l'augmentation du télétravail qui a un impact sur cette, je dirais, émergence des grey space, et en tout cas cette importance des grey space, qui est quand même une problématique majeure à Bruxelles. On vous les montre ici. Ce qui est surtout le plus intéressant, c'est la colonne gris foncé qui vous montre le cumul des grey space identifiés mois par mois, et où, en tout cas, fin avril, on arrivait à 200 000 mètres carrés de vide supplémentaires à Bruxelles. Rappelez-vous, je parlais d'1 million de vides, 1 million de mètres carrés de surface vide qui existait fin 2020. Ben, vous revenez de rajouter ici en 4 mois de temps 200 000 mètres carrés supplémentaires. Donc, on est à 20% de plus en fait, de surface vide par rapport à ce qu'on avait enregistré en 2020. Et donc, une véritable question sur quel impact sur les constructions neuves, sur les projets qui étaient éventuellement dans les cartons, sur les évolutions futures, en tout cas en termes de travail et de bureau. Et c'est tout ça qu'on essaye d'analyser pour l'instant au jour le jour chez Cushman et Wakefield. Avec voilà, une localisation de ces grey space par district. En tout cas, vous voyez très clairement grosse majorité de ces mètres carrés qui sont mis en sous-location dans le centre-ville. La raison, en fait, elle est très, très simple. C'est tout simplement le fait que ce sont les plus grandes sociétés, qu'elles soient publiques ou privées, mais ici, on parle essentiellement de sociétés privées à l'heure actuelle, qui en fait ont trop d'espace et qui choisissent tout simplement de les mettre en sous-location. Benoît mentionnait Proximus qui avait décidé ou qui a décidé de sous-louer, en tout cas de se séparer d'une de ses tours, donc de quitter 50 000 mètres carrés. J'ai même entendu des chiffres qui disaient qu'elle n'aurait plus besoin que de 30 000 mètres carrés dans les mois à venir. Donc on a vraiment un impact gigantesque. Engie, pour ne citer que celle-là, a décidé sur ces deux bâtiments, Polestar et Northlight, qui sont des bâtiments relativement récents dans le quartier nord, qui font au total, je crois, 70 000 mètres carrés à peu de choses près, ont décidé, eux, de mettre 40 000 mètres carrés en sous-location. Allianz, par exemple, qui vient de se relocaliser dans le quartier nord, dans une des deux tours Möbius, qui avait loué 30 000 mètres carrés, se sépare déjà de 12 000. Ils sont à peine dedans. Donc, on est vraiment sur une problématique et une vague de fonds qui va très clairement perdurer dans les mois à venir. La Banque de New York, pareil. Ben, même notre société, Cushman et Wakefield, on occupait 2000 mètres carrés dans notre bâtiment. On a décidé de se séparer d'un de nos deux plateaux et de ne louer que 1000 mètres carrés à partir de novembre. Parce que effectivement le télétravail a un impact gigantesque sur notre manière de fonctionner. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir vraiment quelles sont les sociétés qui sont les plus touchées, ou en tout cas les typologies de sociétés qui sont les plus touchées par ces grey space. Ben, sans surprise, le secteur de la finance et de l'assurance qui était déjà en plein chamboulement précédemment au Covid est frappé vraiment de plein fouet par cette crise. Et j'aime beaucoup, en fait, l'exemple, enfin, j'aime beaucoup, mes collègues détestent que je parle de ça, mais en tout cas, la petite pastille bleu ciel que vous voyez le long de la rue Belliard est le nouveau, enfin, en tout cas, était un nouveau bâtiment au coin de la rue Belliard qui était enfin en cours de construction suite à de nombreuses discussions avec le propriétaire précédent. On a donc Immobel avait décidé de raser le bâtiment et de le reconstruire parce que ING avait décidé d'y mettre 14 000 mètres carrés de bureaux flambant neufs. Ben, ils viennent de décider qu'ils n'iraient pas du tout dans le bâtiment et donc ils remettent sur le marché en fait 14 000 mètres carrés de bureaux. Donc vous voyez que c'est vraiment cette vague en fait de fonds qui touche de manière importante la finance et l'assurance. Le coworking aussi qui est fortement touché et tout le secteur de l'industrie. Ben, j'ai mis Engie, mais Black & Decker, Peugeot, Citroën, Volvo, il y en a plein qui sont vraiment dans cette mouvance-là aussi. Et je vous dis, ici, on est sur 4 mois d'année analysée. On va très clairement aller vers beaucoup plus de mètres carrés
disponibles dans le futur. Je ne vais pas vous passer le grade de bâtiment, ce n'est pas le plus intéressant. Et de toute façon, je vous enverrai les slides de la présentation par après. Ce qui est vraiment le plus important pour nous, et c'est là tout un exercice d'équilibriste, c'est de voir vraiment quel va être le futur du bureau à Bruxelles et en Belgique d'une manière générale. Alors très clairement, pour faire le lien entre évolution du taux de chômage et évolution du taux de vacances, on a fait des analyses et des corrélations qui vous montrent très clairement qu'il y a une corrélation presque parfaite entre l'évolution du taux de chômage en bleu et l'évolution du taux de vacances en gris foncé, qui vous montre que lorsque l'un diminue, le deuxième diminue et inversement. Et donc, une augmentation du taux de chômage à Bruxelles signifie une augmentation du taux de vacances directement de près de 2% pour le marché bruxellois en 2021-2022, avec donc une vraie première problématique et un premier impact sur le marché immobilier. Vous allez voir qu'ici, je vais les cumuler un par un et avec un chiffre final qui pourrait faire un peu froid dans le dos pour l'avenir du bureau à Bruxelles, mais en tout cas qui mérite en tout cas de planter le décor et de susciter le débat. Donc ici, en tout cas, évolution du taux de chômage qui va être négative en 2021, impact immédiat de potentiellement 2% de vide en plus sur le marché bruxellois. À côté de ça, on a un pipeline spéculatif et préloué. Donc, vous le voyez ici, on a le nombre de mètres carrés qui devrait arriver sur le marché bruxellois d'ici 2025 par année. Ceux-ci, ce ne sont pas des projets, ce sont des bâtiments en cours de construction à l'heure actuelle. Et les parties gris que vous voyez sur les slides, en fait, sont les parties qui ne sont pas encore louées à l'heure actuelle. Donc, on est sur à peu près 300 000 mètres carrés de vide qui vont arriver sur le marché bruxellois potentiellement d'ici 2025. En plus des espaces grey space, en plus des immeubles qui vont être abandonnés pour X ou Y raison, en plus des faillites qui pourraient arriver. Donc, on est vraiment sur un deuxième effet, je dirais, qui va avoir un impact sur l'évolution du marché de bureaux dans les mois à venir et sur plutôt les années à venir, je dirais. Mais en tout cas, très clairement, qui pose beaucoup de questions quant aux développeurs aussi qui ont encore des projets dans les cartons. Benoît mentionnait le projet de WTC 4 de Befimo. Très clairement, il y a une volonté totale de Befimo de ne pas lancer le projet à risque au vu de tous les projets concurrents qui sont dans le quartier nord, pour ne citer que ceux du quartier nord. Vous le voyez, la localisation en gris foncé, tous les bâtiments qui sont vides et amenés à arriver sur le marché bruxellois d'ici 2025. Donc, deuxième effet important. Benoît mentionnait, et j'aime beaucoup ce slide-ci, en fait, le potentiel essor ou la potentielle croissance du secteur du coworking comme alternative pour le bureau classique pour les mois à venir. Et en fait, on voit tout le contraire. On voit que le marché du coworking a été le plus impacté, en fait, ou en tout cas a très fortement subi la crise Covid. On l'a ici en nombre de mètres carrés pris en occupation. 2018-2019, je suppose que vous l'avez tous vu passer dans la presse, secteur du coworking en plein essor. On était sur 20% de prise en occupation totale par le coworking chaque année. On se disait, waouh, tout va bien, c'est le nouveau secteur sur lequel surfer. La crise Covid est passée par ici. Le marché de bureaux bruxellois étant ce qu'il est, un marché très institutionnel et très administratif, n'est peut-être pas le meilleur pour absorber autant de coworking en fait. Et donc, on voit que depuis 2020, en fait, il y a plus de coworking qui ferment que de coworking qui ouvrent. L'exemple criant est WeWork, qui avait décidé de venir massivement sur le secteur, sur le marché bruxellois, qui avait pris en tout cas la décision d'ouvrir 5 centres de 10 000 ou 15 000 mètres carrés chacun. Force est de constater qu'ils n'en ont ouvert que 3 et qu'ils ont décidé d'en fermer un qui est ouvert pour le moment. Donc on est vraiment sur quelque chose, et WeWork n'est pas le seul. Fosbury Sons souffre actuellement. Welking et Meraki a décidé de fermer des enseignes aussi, ou des centres également. Donc il y a vraiment une lame de fond aussi qui est en train de nettoyer ce secteur du coworking, qui en fait se prétend être plus Covid-proof, je dirais, que le bureau classique, et qui en fait ne fait pas beaucoup mieux malheureusement que le bureau classique pour le moment. À côté de ça, sans surprise, télétravail. Qui est en train d'exploser, on est forcé et contraint, mais on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et donc ici, on a fait une enquête auprès de plus de 50 000 employés dans le monde, en fait, et les résultats que vous voyez ici sont valables pour la Belgique. On a interviewé 8 000 employés au travers de la Belgique sur l'ensemble de l'année 2020 pour comprendre quel était leur mode de fonctionnement avant le Covid et quelles sont leurs attentes de mode de fonctionnement après Covid. La partie bleue du graphique vous montre les gens qui veulent ou qui allaient
pré-Covid, 100% du temps au bureau. Ils étaient 60% d'entre eux, pré-Covid, à aller tout le temps au bureau. Ils pensent encore être 10% d'entre eux à retourner au bureau à temps plein une fois que les périodes de confinement seront passées, une fois que la situation sanitaire sera un peu plus souple, je dirais. À l'extrême inverse, ils étaient 12% à rester 100% à la maison pré-Covid. Ils ne se prétendent plus que 10% à vouloir rester 100% à la maison post-Covid. Et c'est aussi intéressant, vous le verrez que le bureau va changer dans sa manière d'être dans les mois à venir. On va en reparler après. Et puis, ben, vous avez toute cette manne en fait entre les deux extrêmes qui nous prétendent que voilà, ils veulent maintenant une hybridation je dirais de l'écosystème bureau. En fait, ils veulent pouvoir travailler de n'importe où, n'importe quand, pouvoir alterner du travail à domicile, du travail au bureau, etc., etc., avec un impact évidemment sur les mètres carrés occupés. Mais donc, en tout cas, pour 80% de ces employés, la situation sera une situation où il y aura une alternance entre du travail au bureau et du travail à domicile, avec un impact sur les mètres carrés loués et occupés inévitablement. Je ne vais pas vous passer celui-là, il est un peu trop spécifique, je pense, mais celui-ci est pour moi très intéressant, qui vous montre en fait l'impact sur le bureau en fait d'une situation à une autre, du 100% présentiel aux 3 jours en remote, donc 3 jours à la maison, jusqu'à une situation qui pourrait être, enfin, c'est d'une situation actuelle à une situation future. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quelque part, la norme, et on le sait, des personnes qu'on a interviewées et des employeurs aussi qu'on a interviewés, c'était pas officialisé, mais c'était quelque part dans une situation pré-Covid, 1 jour à 1 jour et demi de télétravail autorisé, précédant la crise Covid. Et clairement, ce qui se dessine pour le futur du bureau à Bruxelles et du bureau en Belgique d'ailleurs, c'est une institutionnalisation, je dirais, d'un télétravail à minimum 2 jours par semaine, voire 3 jours dans beaucoup de cas, avec un impact en fait qui va se marquer quelque part avec un besoin d'espace et donc un besoin de stock de bureau qui va être quelque part entre -10 et -25% par rapport à la situation actuelle. Et donc c'est là vraiment qu'on va sentir l'impact de cette crise Covid, c'est que cette généralisation du télétravail va clairement continuer dans le futur. Je crois que tout le monde est en train d'y trouver son compte et donc on voit vraiment que ça pourrait engendrer jusqu'à -25% de bureaux ou de besoins de bureaux dans les mois et les années à venir. Avec voilà, de nouveau le fait que l'immobilier est un gros paquebot et que ça va sans doute prendre un petit peu de temps pour se matérialiser. Mais en tout cas, on pense vraiment qu'à terme, on pourrait voir disparaître beaucoup de bureaux dans le marché immobilier en général. Avec, donc, si on fait le cumul en fait de tout, on y est ici avec une diminution du stock qu'on a essayé en fait de matérialiser jusqu'à 2025. Vous voyez que le stock en fait devrait diminuer de manière relativement légère et lente. En fait, on estime que le stock de bureaux va perdre quelque part, je dirais maximum 100 à 110 000 mètres carrés par an, parce qu'il faut tenir compte du cycle de vie du bâtiment, des baux existants, etc., etc. Donc, on a vraiment un impact qui est assez limité sur le stock. Par contre, vous le voyez, c'est la courbe gris foncé qui a un impact massif sur le taux de vacances. Vous le voyez, donc 2020 a marqué un niveau presque historiquement bas. On était au plus bas niveau enregistré depuis 2000. Et le Covid va nous faire repasser au taux de vacances, à un taux de vacances potentiellement supérieur à 12%, donc d'ici 2025. Et donc, en fait, pour faire simple, on se retrouve dans un marché de bureaux bruxellois et sans doute moins pour les marchés régionaux, mais pour Bruxelles, très clairement, à une situation en fait post-crise économique de 2007-2008, avec toutes les répercussions et qu'on connaît sur la dépréciation du bâti, sur les immeubles vides, la création de chancres, etc., etc. Donc potentiellement, et je vous le dis vraiment sans langue de bois, parce que j'ai ce côté aussi très, justement, département recherche, je me dois d'être neutre et objectif, et donc ce que je vous dis ici est vraiment mon sentiment propre, qui n'est pas partagé par l'ensemble de mes collègues, mais qui en tout cas, on le sent quand même, on est devant une situation très compliquée sur le marché, avec donc voilà, un taux de vacances qui potentiellement est reparti à une situation juste post-crise économique de 2007-2008, avec toutes les conséquences que l'on connaît malheureusement. D'autant plus que si je finis juste avec
le slide ici, en fait. Donc, je vous ai mentionné en bleu marine et bleu ciel les bâtiments en cours de construction aujourd'hui sur le marché bruxellois, auxquels vous pouvez potentiellement rajouter ce qui se passe en vert et en gris, qui sont donc des bâtiments qui sont dans les cartons, avec un permis ou sans permis, mais qui, en fait, vous le voyez, représentent potentiellement encore 1,5 million de mètres carrés qui pourraient arriver sur le marché d'ici 2030 ou d'ici une date indéterminée, avec évidemment bon nombre de questions que cela pose sur l'avenir du bureau. Voilà, j'ai encore quelques slides sur je dirais l'avenir ou en tout cas les projets quartier par quartier. Je ne suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant. J'ai surtout envie de lancer le débat avec Benoît et ravi de vous les projeter si nécessaire, mais vous les verrez dans la présentation et je reste à disposition après si nécessaire de toute façon pour en discuter avec vous. Voilà, j'espère que c'était instructif ou éclairant en tout cas et Benoît, je te cède la parole. Merci beaucoup, Cédric. Oui, je pense que c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, tu vois que j'ai eu l'occasion de vider mon verre entre-temps. Et je pense que si tu es d'accord, ça intéressera tout le monde d'avoir quand même les slides que tu n'as pas montrés, quartier par quartier. Bon, pour lancer le débat, j'ai peut-être une première question, c'est que les... les agents immobiliers, les courtiers, parlent toujours de vacances, mais c'est évidemment la vacance du marché. Donc, c'est la vacance commercialisée. Oui, Je me rappelle que l'Observatoire des bureaux avait fait à certaines époques des inventaires des immeubles vides de bureaux non commercialisés. Et c'était assez impressionnant parce que, si je me rappelle bien, mais je crois que Sophie Kuckelberg est présente, donc elle pourra peut-être confirmer ou m'infirmer, mais que quand on avait fait ça sur le quartier européen, il y avait autant d'immeubles vides qui n'étaient pas commercialisés que de la vacance commerciale. Donc, si tu parles d'1 million de mètres carrés commercialisés, il y a peut-être encore 1 million qui sont des immeubles qui sont tellement vieux ou dont personne ne veut depuis tellement longtemps qu'ils sont sortis du marché. Oui, c'est vrai. Après, on a quand même fait l'exercice relativement minutieusement et la grande différence qu'il y a pour moi par rapport au recensement précédent qui était sur une vacance cachée quelque part, c'est qu'en fait, bon nombre de ces bâtiments qui n'étaient plus commercialisés ont maintenant été rasés et ressortent de terre flambant neuf. Et donc, on est sans doute pas tout à fait juste avec le million de mètres carrés, il y en a sans doute un peu plus. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup plus que ça, fort heureusement d'ailleurs. Mais je vois que Paul Vermeulen a levé la main. Je ne sais pas si… C'est peut-être… Je vois les gens qui lèvent la main. Oui, Dans participant. ah ben voilà, tu me Oui, vois. oui, Formidable. D'abord, oui, merci oui, pour l'exposé. Je crois que c'est vraiment, j'allais dire, trash, et on gagne à être trash dans ces situations de crise, parce que je crois qu'on voit beaucoup de prises de position un petit peu idéologiques, si on peut dire, ou guidées par les intérêts du marché. C'est la logique des choses, hein, je ne m'en effraie pas. Mais j'avais envie, Cédric, de te provoquer un peu. Quel serait le conseil de l'expert vis-à-vis des pouvoirs publics? Je rappelle que dans les crises qu'on a connues, par exemple dans le secteur hôtelier, dans les années 95, voilà, eh bien, on a créé un moratoire des hôtels à Bruxelles. À d'autres moments, on a créé un moratoire des bureaux. Ça n'a pas duré très longtemps. Je ne suis pas un grand partisan pour autant des moratoires, il faut bien se comprendre, mais il y a probablement aussi une attitude politique, publique, à protéger le secteur contre lui-même d'une certaine manière. On n'a pas intérêt à avoir 12% de taux de vacances. On sait très bien que ce sont des chancres, mais c'est aussi des impacts économiques pour les développeurs eux-mêmes, hein, je dirais, et pour les grands propriétaires. Donc ma question, c'est ça. Peut-être que tu peux la traiter aussi au fur et à mesure. Hein, je veux dire, c'est pas, on te demande pas une doctrine à l'instant, quoi. Non, non, bien sûr, mais enfin, ma vision, en tout cas, bon, voilà, j'ai aussi l'avantage ou le désavantage d'avoir bossé pour Bruxelles pendant 10 ans et d'être très attaché à ma ville. Mais je pense que voilà, par rapport au pouvoir public, le premier constat qui m'effraie le plus, en fait, est cette concurrence qui est de plus en plus féroce entre Bruxelles d'un côté et la Flandre de l'autre, qui fait tout pour attirer
des nouveaux occupants de bureaux et qui en fait n'hésitent pas à développer massivement des mètres carrés le long de l'aéroport et qui ont en fait quelque part un impact sur le marché bruxellois parce que je vous disais, il y a beaucoup d'occupants qui quittent le décentralisé pour revenir en centre-ville. C'est vrai, mais il y en a aussi malheureusement beaucoup qui quittent le décentralisé pour aller se mettre à l'aéroport. Et prenez tout simplement, je vais faire très simple, mais un bâtiment côté boulevard Léopold III, mais côté Bruxelles, avec un niveau de loyer, on va dire, à 160, 170 euros, vous lui rajoutez toutes ces taxes bruxelloises, etc., etc., vous arrivez facilement à du 210, 220 euros par mètre carré d'occupation, voire un peu plus. En Flandre, vous n'avez 0% de taxes, et donc on a une concurrence, je ne dis pas déloyale, parce que voilà, c'est le choix de la Flandre et je ne dis pas que Bruxelles doit arrêter de taxer les bureaux, bien au contraire. Mais je pense que voilà, la première chose pour protéger le secteur immobilier tertiaire serait d'avoir une meilleure harmonie entre pouvoirs publics. Maintenant, j'ai côtoyé le politique suffisamment longtemps pour savoir que c'est loin d'être évident. Pour protéger Bruxelles lui-même, je j'ai malheureusement pas de conseils pour le moment. Je crois que le seul avantage que je vois de cette crise Covid, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les développeurs ont beaucoup appris de la crise de 2007-2008 et qu'ils pourraient être un petit peu plus prudents par rapport à la volonté de développer des mètres carrés de bureaux nouveaux. Maintenant, on est devant un phénomène qui est juste arrivé soit trop tôt, soit trop tard. Mais si je m'explique 2 minutes, en fait, on était dans une situation où tous les voyants immobiliers bruxellois étaient au vert. Vraiment, le taux de vacances était en diminution, la prise en occupation était forte, les niveaux de loyer étaient en augmentation. Donc, tous les développeurs se sont dit, oh, ben, tout va bien, on va lancer massivement des nouveaux projets. Et puis le Covid est arrivé et on va se retrouver en fait maintenant avec énormément de mètres carrés dont a priori on ne va pas savoir quoi faire. Et en tout cas, si les occupants continuent à décider d'aller dans du bâtiment qualitatif, ce qui pourrait être le cas, parce que prenez une société comme Total qui occupait 30 000 mètres carrés dans un vieux bac avec tout le respect que j'ai pour le bâtiment de Total, mais qui était quand même une passoire énergétique, qui occupait donc 30 000 mètres carrés le long de la rue de la Loi. Ils ont choisi de reprendre 12 000 mètres carrés flambant neuf en plein centre-ville sur le piétonnier. Et donc, en fait, on a cette question qui est de dire, OK, les sociétés vont peut-être continuer à déménager, vont peut-être continuer à aller dans du neuf, ils vont peut-être réduire leur surface de 50%, ils vont peut-être être prêts à payer plus cher parce qu'ils auront besoin de 2 fois moins de mètres carrés, donc c'est très bien. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous les espaces qui vont se libérer et qui vont peut-être pas retrouver de locataires sur le marché et qui, malheureusement, pour une raison ou une autre, pourront peut-être ne pas répondre à des critères pour une reconversion. Et donc, c'est là aussi où moi j'ai des questions et malheureusement, je n'ai pas suffisamment de vue là-dessus, mais j'ai le sentiment en tout cas que en tout cas, la reconversion des bureaux en d'autres fonctions a eu un effet très positif et battait son plein en 2015-2016 et qu'on est plutôt en train de maintenant assister à une petite diminution de cette reconversion sur base annuelle. Et je me pose pas mal de questions en fait sur les bâtiments qui vont être quittés maintenant et qui pourraient ne pas être convertis et donc qui vont peser sur la vacance et donc un effet sur les loyers, etc., etc. Mais donc, je n'ai malheureusement pas vraiment de réponse à donner quant à la stratégie des pouvoirs publics. Un moratoire, honnêtement, j'y crois pas du tout, ça c'est clair. Je crois que ça ne sert à rien. Maintenant, ce qu'on voit aussi, et c'est peut-être là que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, c'est que vous l'avez sans doute lu dans la presse, les courtiers crient haut et fort, le bureau n'est pas mort. C'est vrai, le bureau n'est pas mort. Il va résister, il va demeurer pour des questions de collaboration, de culture d'entreprise. On va le voir évoluer différemment, mais il ne faut pas se mentir. La plupart des courtiers que vous voyez sortir dans la presse nous disent non, non, pas de problème, les bureaux individuels vont être remplacés par des salles de réunion. J'y crois pas une seconde. Je veux dire, c'est clair que oui, il y aura peut-être plus de salles de réunion et d'espaces collaboratifs dans le futur, mais clairement, les sociétés n'auront pas besoin d'autant de mètres carrés. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que du coup, les employés viendront moins souvent au bureau, mais quand ils viendront au bureau, ils voudront avoir tout à proximité. Et ça, à mon avis, c'est une des cartes à jouer pour le secteur public, c'est de se dire, choisissons les zones où on peut développer le bureau. Et je crois vraiment que les employés qui vont venir au bureau dans le futur
voudront en profiter pour avoir un maximum de, je dirais, de facilité à proximité, que ce soit du fitness, du commerce, un peu d'horeca, éventuellement un peu de culture à proximité pour quand ils partiront plus tard le soir, parce qu'il y a vraiment cette flexibilité qui se voit aussi dans la manière de travailler. Les gens travaillent parfois plus tard, viennent plus tard au bureau. Et donc, je crois vraiment que pour moi, les pouvoirs publics auraient un rôle à jouer en essayant de concentrer les bureaux dans le centre-ville, en fait, tout simplement, autour des gares, autour des hubs de transport en commun et éviter justement cette profusion ou cette création de bureaux dans les quartiers décentralisés et encore plus en périphérie, avec la problématique que la périphérie n'est plus sur le territoire bruxellois. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Tu as cité l'attractivité de l'aéroport, mais tu te rappelles que pour toute la partie des business parks entre Bruxelles et l'aéroport, là, c'est sinistré de façon radicale depuis bien avant le Covid, puisqu'il y avait un taux de vacances qui dépassait 30%, donc de l'ordre de 500 000 m² vides. Et assez bizarrement, la région flamande n'a rien fait. Elle n'a pris aucune mesure, ni de taxation, ni d'encouragement, ni de reconversion. Donc, ça montre quand même que, comme disait Paul, il y a sans doute une urgence à ce que les pouvoirs publics aient une vision claire et une stratégie pour, voilà, notamment s'attaquer aux immeubles qui seront assez vite des chancres, hein, parce qu'on a connu ça même à la belle époque, y compris dans le quartier européen, des immeubles qui restaient vides pendant 20 ans. C'est pas normal, c'est pas logique que, ni au point de vue économique, ni au point de vue social ou environnemental, des immeubles soient inoccupés pendant 20 ans. Non, on est bien d'accord. Il me semble qu'il y a quand même un souci qu'on a constaté du fait de la difficulté pour les propriétaires d'immeubles ou les sociétés ou les institutionnels propriétaires d'un jour acter dans leur livre qu'il y a une moins-value parce que l'immeuble n'est plus un immeuble de bureau occupable, louable à 200 € par mètre carré. Voilà. Et alors, ça ouvre alors la possibilité à des reconversions, des transformations. Mais tant que, du point de vue de la société, ça reste un actif caractérisé par le bureau et le rendement du bureau, c'est problématique. Oui, on est bien d'accord. Et on voit que, tu l'as mentionné, Befimo a perdu 40% de valeur, effectivement, mais ils sont en train de repartir en flèche maintenant. Donc, est-ce que vraiment les sociétés privées cotées en bourse vont avoir dans le futur plus de facilité à accepter que leur immeuble perde de la valeur? Je ne pense pas. Honnêtement, pour discuter avec mes collègues du département évaluation, la plupart des sociétés demandent d'être vraiment ultra précautionneux et ultra prudents dans la diminution de valeur qu'on acte sur les bâtiments de bureaux. Et oui, c'est une problématique. Maintenant, je crois que par rapport à quelques années, l'immobilier, enfin, le résidentiel a tellement la cote qu'on pourrait imaginer que ça fasse plus ou moins un jeu égal, avec la difficulté que des sociétés comme Befimo ne sont pas actives dans le résidentiel et les problématiques que ça engendre. Mais pour rebondir sur l'exemple de la Flandre et de l'aéroport, moi, ce qui me sidère encore plus, c'est que des business parks comme le Keiberg et le Pegasus ont encore des taux de vide ou des taux de vacances de près de 50%, mais que la Flandre continue à autoriser le développement de nouvelles constructions le long du boulevard Léopold III, par exemple, pour attirer des Big Four tels que Deloitte, tels que PwC, etc., etc. Et moi, c'est ça qui me sidère, en fait. C'est vraiment, et en fait, vraiment joue la carte majeure qui est de dire on va mettre un tram en place entre la région bruxelloise et l'aéroport. Donc, n'hésitez pas à quitter Bruxelles et à venir vous localiser le long du boulevard Léopold III, ça va être merveilleux. Ça me pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions et je ne sais pas comment régler ça. Je veux dire, nous, en tout cas, en tant qu'agent immobilier, on n'a malheureusement aucun impact, je dirais, enfin, sur la Flandre par rapport à ces questionnements-là, parce qu'ils continuent à foncer et voilà, avec toutes les questions que ça pose, quoi. Je vois que Christian et Marco ont levé la main aussi. Marco a demandé. Je suis en vidéoconférence, j'ai oublié, j'avais un webinaire. Ah. Regarde. Il faut couper le son, s'il vous plaît, de téléphone. Voilà, Marco. Oui, ou Christian qui avait levé la main en premier, je crois, mais je sais pas.
Mais je ne sais pas si on peut... Ah, voilà, Christian, voilà, très bien, on te voit. Voilà, je vois dans dans les grands projets de reconversion, que ce soit le complexe de Brouckère, que ce soit Oxy, donc l'ancien centre Monet, ou une série de projets le long de la rue de la Loi, Mhm. qu'on garde bien entendu une partie de bureaux, mais qu'on diversifie d'abord avec un peu de logement. Mhm. Symbolique ou pas, on peut en discuter. Rue de la Loi, c'est symbolique, hein. Oui, oui, Euh, oui. de Je la, pense qu'on connaît bien le projet. du co-living, ce qui est l'appellation contemporaine de l'appart-hôtel, décrié autrefois parce que ce n'était pas du vrai logement, Mhm. et souvent de l'hôtel. Oui. Donc, rien qu'aux alentours de la place de Brouckère, il y a deux gros projets dans l'îlot de Brouckère, donc Cinéma Métropole, et dans le complexe Monet. Est-ce que Mhm. Oui. tu as une évaluation de ce phénomène qui risque aussi d'aboutir sur un four, à mon avis? L'explosion des chambres, oui. Oui. Parce que ce n'est pas des projets avec 50 chambres, hein, c'est Non, non, 300. c'est chaque fois des gros projets. Et qu'est-ce que Mhm. c'est qu'un co-living? Ben, ce n'est jamais qu'une chambre qui a 50% de surface en plus, avec un petit coin kitchenette, hein. Donc, Oui, souvent, tout à ça fait. vient en prolongement de l'hôtel qui s'y trouve. Oui, bah, là, malheureusement, je crois qu'il est encore trop tard pour qu'on ait une vue claire sur l'impact potentiel. Maintenant, ce qui apparaît relativement clair pour moi, c'est que c'est très clairement un effet de mode. En fait, on voit que le co-living a explosé partout en Europe et dans le monde. Et en fait, on a vu quelque part que on a fait une évaluation quand même de l'impact du Covid sur tous les secteurs immobiliers et sur la stratégie des investisseurs et des développeurs par rapport à ça. Et très clairement, le bureau et l'hôtel ont pris et le retail ont pris de tels chocs en 2020 qu'ils ont cherché à se réorienter. En fait, le résidentiel fonctionne à fond. Et en fait, la plupart des investisseurs et des développeurs table sur du résidentiel, mais ils n'ont pas les capacités de le faire nécessairement et donc en fait font du co-living en se disant que ça va fonctionner aussi bien que le rési. Moi, c'est en tout cas mon interprétation que j'en ai. Et honnêtement, moi, ça me pose pas mal de questions effectivement sur cette augmentation du taux de vide, je dirais des chambres au sens large et de l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie bruxelloise ou sur l'économie belge en général. Bon, voilà, le tourisme, malheureusement, est toujours à des niveaux ultra bas et il est encore vraiment trop tôt pour moi pour juger de l'impact de ça sur le marché, mais je ne suis pas spécialement optimiste par rapport à ces reconversions en co-living, en tout cas, ou en tout cas en hôtel non plus, a priori, quoi. Mais je ne suis pas sûr que la reconversion en résidentiel à des valeurs de 4 000 euros du mètre carré soit la chose à faire non plus pour Bruxelles, malheureusement. C'est là où c'est vraiment très problématique, je trouve. Marco Schmidt, tu es toujours là? Non. J'ai mes caméras. Oui, voilà. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre de l'association de quartier Léopold et on suit spécifiquement les problématiques liées à ce quartier qui généralement précèdent souvent les problématiques qu'on pourra rencontrer par la suite à Bruxelles. Alors, ce dont on s'est rendu compte pendant cette crise du Covid, c'est que c'est un quartier qui a été plus atteint par l'équation Proximus, en tout cas par le télétravail, que d'autres. Pas seulement au niveau de l'occupation des bureaux, mais sur toutes les autres fonctions urbaines, en particulier sur les commerces qui ont été plus vidés qu'ailleurs, et y compris les logements. Les logements ont été plus vidés qu'ailleurs, puisque c'est un quartier habité par beaucoup d'expats. Les expats, qu'est-ce qu'ils ont fait pour retourner habiter chez eux? Donc, c'est un quartier qui est devenu à ce point spécialisé qu'il est plus en crise que d'autres. Donc, ça pose la question effectivement de la fonction administrative spécialisée à l'international, etc., et donc de la mixité.
mixité qui a été prônée par la région bruxelloise est une mixité fonctionnelle, mais qui n'a pas du tout été réfléchie du point de vue social. D'où la spécialisation et d'où la faiblesse plus importante de ce quartier que d'autres. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de syndicats de travailleurs, notamment de la Commission européenne. Ceux qui nous disent, du point de vue, par exemple, de leurs besoins, alors indépendamment, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord sur le télétravail, sur les autres fonctions, ils disent qu'il faut pouvoir proposer aussi aux travailleurs de la Commission européenne des logements qui leur correspondent. Or, les travailleurs de la Commission européenne sont de plus en plus des contractuels qui n'ont plus du tout les niveaux de revenus des personnes statutaires. Donc, il faut des logements qui leur soient accessibles. Pour le moment, ils ne les trouvent pas dans le quartier. Encore une fois, on repose la question de cette mixité qui ne doit pas seulement être une mixité fonctionnelle, mais qui doit commencer vraiment sérieusement à devenir une mixité sociale, pour répondre aussi aux besoins, par exemple, des travailleurs de la Commission européenne. Je voulais aussi ajouter une chose concernant le coût énergétique de toutes ces opérations immobilières. Quand on se présente systématiquement comme étant très valorisé, BREEAM, tout ce que vous voudrez, ça s'appuie quand même sur des opérations de démolition-reconstruction qui sont très coûteuses d'un point de vue environnemental. Et il faut des dizaines d'années avant de récupérer tout le passif. Or, dans un marché de bureaux qui est fait pour des cycles de plus ou moins 25 ans, avec des vides locatifs quand même relativement importants dans le quartier Léopold, donc des usages qu'on peut estimer entre 15 et 20 ans, il faut rajouter aussi le poids du vide, de la non-occupation au niveau du fonctionnement de la ville et du coût énergétique que cela pose aussi. Si on démolit et reconstruit pour uniquement 15 à 20 ans, le coût énergétique global devient encore plus important. Donc, je trouve que cet argument qui consiste à améliorer son image en se transférant dans des bâtiments plus énergético-responsables est un argument de façade. Si on regarde l'opération dans sa globalité, elle n'est pas si énergético-responsable que cela, surtout à partir du moment où on a affaire à un marché qui est très financiarisé, c'est-à-dire pour lequel il faut le renouveler très régulièrement. Je signale au passage que la financiarisation a atteint aussi le logement. On a beaucoup de logements vides, dans la mesure où l'investisseur, qui est souvent en compte pension par exemple, spécule plus sur l'augmentation de la valeur immobilière de l'appartement que sur le rapport locatif qu'il peut contenir. Donc, on est dans un quartier où on est confronté à tout ce genre de situation plus fortement qu'ailleurs, et se limiter à regarder le bureau sans tenir compte des conséquences que ça a sur les autres fonctions urbaines, ça limite un peu trop, à mon avis, la perception qu'on peut avoir de ce marché. Alors, je ne sais pas ce que vous explique. Si, je suis entièrement d'accord. Ici, on m'a demandé de consacrer mon exposé au bureau, donc j'ai focalisé l'attention sur le bureau inévitablement. Mais je te rejoins tout à fait. Et voilà, je travaille, moi, à Avenue des Arts et je vois que ce n'est pas le quartier européen, enfin, ce n'est pas le cœur du quartier européen en tant que tel, mais c'est un secteur où les restaurants et les commerces ont pu réouvrir aussi, mais en fait restent fermés tellement il n'y a pas d'activité. Et voilà, je crois effectivement que je suis entièrement d'accord avec toi par rapport au fait que certains quartiers ont été plus touchés que d'autres. Je pense heureusement que certains quartiers vont pouvoir mieux s'en tirer que d'autres et le quartier européen devrait pouvoir s'en sortir assez bien dans le sens où on a quand même une bonne accessibilité, une bonne, je dirais, visibilité ou en tout cas reconnaissance tant à l'international qu'au niveau national. Avec la difficulté que voilà, le quartier européen, c'est 3 millions de mètres carrés, dont 1 million occupés ou 1,5 million occupés par les institutions européennes qui, en fait, pendant la pandémie, ont imposé 100% de télétravail à tous leurs employés. Et des discussions qu'on a eues avec eux pourraient encore imposer à l'ensemble de leur personnel, ou peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas de rester à la maison 4 jours sur 5 pendant très longtemps. Donc, on est vraiment sur un quartier qui va avoir du mal à renaître, ou en tout cas à revivre,
qui, je l'espère pour lui, va continuer à se diversifier, même si on voit que cette diversification est quelque part de façade et pas suffisante que pour amener une vraie mixité au sein de ce quartier. Maintenant, voilà, on connaît tous les travers du quartier européen, on essaye de faire tous, à mon avis, du mieux qu'on peut pour le régler, mais comme tu le disais toi-même, il y a toutes ces questions qui sont les questions énergétiques, les questions de financiarisation de ces sociétés qui sont là et qui sont quelque part une sorte de poudre aux yeux, en tout cas les questions énergétiques pour les occupants et les propriétaires. Oui, je pense que ça joue, ça a un effet de mode très clairement. Maintenant, comment on peut le combattre? J'ai pas de solution. Je veux dire, on ne pourra pas, on pourra pas empêcher, en tout cas, des développeurs de surfer sur la question environnementale parce qu'elle est à la mode pour l'instant, tout comme on ne pourra pas empêcher des occupants de déménager dans des bureaux plus performants énergétiquement. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont raison de le faire. Maintenant, c'est un peu tout est dans tout quelque part et c'est la difficulté de voir comment on règle tout ça et j'ai pas la réponse quoi. On pourra jamais empêcher le privé d'être le privé de toute façon et il a ses propres intérêts, ses propres enjeux, ses propres besoins et on ne peut que essayer de l'éduquer un peu plus. Et je crois qu'il prend quand même conscience de certaines choses, mais pas toujours comme il le faudrait, quoi. Sauf que sur la rue de la Loi, on a affaire à un PAD, hein, donc avec un encadrement qui devrait venir de la région bruxelloise et vu le contexte, tu le disais toi-même, Paul Vermeulen citait la question du moratoire ou pas du moratoire, mais je veux dire, l'administration publique est là aussi pour encadrer un phénomène qui est en train de déraper sur la rue de la Loi. Je ne pense pas que le PAD, tel qu'il avait été réfléchi au départ, avec ses je ne sais plus combien de dizaines de tours, est encore quelque chose de faisable aujourd'hui. Je pense que non. Donc, oui, enfin, je pense de toute façon que le PAD, on connaît tous la problématique, je pense, de la rue de la Loi, où le public n'est propriétaire d'aucun foncier et le PAD ne va pas être exécuté comme il a été prévu par l'administration parce que les privés vont quand même prendre conscience sans doute d'un phénomène de taux de vacances grandissant, peut-être d'une concurrence accrue des bureaux. Voilà, la Commission européenne a clamé haut et fort effectivement qu'elle avait besoin de nouveaux bureaux et qu'elle avait besoin de bureaux environnementalement performants parce que Green Deal européen, etc., etc. Maintenant, la Commission a aussi évoqué le fait de diminuer effectivement cette surface de l'ordre de 50% et pourquoi pas d'aller au quartier nord. Donc, effectivement, ça pose beaucoup de questions sur la rue de la Loi. Et est-ce que l'administration publique doit tout d'un coup aller revoir complètement le PAD ou laisser le privé un petit peu voir comment évoluer? Je ne sais pas. Je crois juste qu'en tout cas, il faut continuer cette discussion entre public et privé. Il faut même arriver à l'augmenter, à faire en sorte qu'il y ait plus de concertation et plus de synergie entre les deux. Parce que voilà, ayant travaillé pour le public et pendant 10 ans et travaillant pour le privé depuis 10 ans, je vois que c'est deux mondes qui ont beaucoup à faire ensemble et qui malheureusement n'arrivent pas nécessairement à se parler. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. En fait, je pense qu'il y aurait vraiment une situation gagnant-gagnant à ce qu'il y ait encore plus de concertation et plus de discussion entre ces deux univers, quoi, quelque part. Ça devient très philosophique, hein, tout ça. Mais... Voilà. Mais une question dans la continuité de celle de Marco à propos de la financiarisation. Tu te rappelles que les développeurs de bureaux ont été les premiers à faire des opérations dans lesquelles ils garantissaient des loyers, même si le bâtiment n'était pas occupé. C'était le cas notamment du bâtiment de Codic, le Zénith, là, au bout du boulevard Jacquemin, qui avait bien de mal à trouver des occupants, et ils ont vendu un fonds de pension allemand en garantissant les loyers pendant 3 ans, donc avec un loyer affiché de je ne sais plus combien,
250 euros peut-être, alors que le loyer réel devait sans doute être autour de 180. Mais évidemment, cette garantie de loyer a eu pour effet de booster les prix et donc de permettre une transaction et une vente de l'immeuble à des prix élevés. Et alors, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on voit maintenant ces pratiques se faire aussi pour des immeubles de logement. Donc, des développeurs qui disent, voilà, vous investissez, on vous garantit 4,5% ou 5%, peu importe le loyer perçu, pendant autant d'années, avec de nouveau cet effet sur les prix de sortie assez élevés, et un divorce par rapport à la réalité du marché locatif. Hein. Donc, c'est un peu surprenant que cet effet pervers de la financiarisation qu'on avait connu pour les bureaux se pratique maintenant pour les logements. Oui, oui, tout à fait. Mais après, je dirais que c'est la même chose et pas tout à fait la même chose dans le sens où pour les logements, c'est souvent le petit privé, entre guillemets, qui peut décider d'investir quelques centaines de milliers d'euros. Là où pour les grands immeubles de bureaux, on parle tout de suite de centaines de millions d'euros. Et j'ai un exemple très, très, très marrant et ça tient plutôt de l'anecdote, mais je me suis retrouvé dans une réunion à Hambourg il y a pas si longtemps que ça, pré-Covid quand même, où le propriétaire nous disait, mais c'est vous qui allez aller expliquer à mes 250 clients pensionnés que mon immeuble valait 50 millions et que vous l'estimez à 25. Je dis, oh non, je vais peut-être pas faire ça. C'est vous qui avez sans doute mal réfléchi votre business plan, mais en tout cas, vraiment, je suis entièrement d'accord que ça a eu des effets très pervers, quoi. On est bien d'accord. Mais il y en aura encore. Enfin, je veux dire, quand tu vois, et c'est pas du tout pour critiquer le deal de l'administration régionale bruxelloise, mais la Silver Tower ou la Iris Tower telle qu'elle a été rebaptisée est quand même partie cher et vilain aussi à un investisseur institutionnel allemand, quoi. Donc, avec aussi un loyer affiché sans doute très élevé, un loyer économique qui est plutôt très bas pour attirer peut-être l'administration ou pas. Mais en tout cas, on a toutes ces questions-là, effectivement, qui continuent à vivoter, malheureusement, quoi. C'est quand même une spécificité du marché belge d'avoir autant d'opacité et autant de divorces entre les valeurs affichées et les valeurs réelles. Je ne sais pas si c'est vraiment spécifique au marché belge. J'ai l'impression qu'en tout cas, des discussions que j'ai avec mes collègues européens, on n'est pas les seuls et on est parfois même parmi les plus transparents, quoi. Donc, voilà, à voir un peu. Je vois qu'il y a deux autres questions, Vincent et Jean-Michel. Je n'ai pas le nom de famille, donc Vincent Gérard en tout cas. Oui, bonjour à tous. Merci Cédric, en tout cas pour la clarté de ton exposé et merci Benoît pour l'organisation du débat. C'est vrai que moi, étant dans le secteur immobilier, j'ai toujours été aussi surpris entre ce que tu appelles le divorce entre la réalité et ce qu'on met dans les rapports. Oui, on l'a aussi un peu vu dans le rapport de Cédric où il dit le prime est à 325, mais bon, voilà, le prime à 325, c'est sur 23 mètres carrés dans un bâtiment bien spécifique sur le rond-point Schumann. La réalité du marché, elle est à 200, 210, 220 grand max. Et alors, on compare toutes les villes d'Europe comme ça sur des transactions complètement hors marché et on en tire des grandes conclusions. Bon, ça, je trouve que c'est parfois un petit peu dangereux. Il faut quand même travailler avec des moyennes et pas avec quelques transactions. Et pour la valorisation, j'ai aussi quelques anecdotes, mais en fait, il faut savoir qu'un bâtiment, en fait, qui est l'investisseur type d'un bâtiment de bureau? C'est une compagnie d'assurance. Et elle ne le fait pas parce qu'elle en a envie, elle le fait bien souvent parce qu'elle est obligée d'avoir des investissements en immobilier pour couvrir ce qu'on appelle sa réserve mathématique, ses risques, etc. Et donc, comment est-ce qu'on valorise un bâtiment? Sans vouloir rentrer dans les détails, c'est le revenu qui est généré ou qui pourrait être généré. C'est ça qui est très important, qui peut ou qui pourrait être généré par un locataire. Et parfois, j'ai vu
des propriétaires me dire, à la limite, moi, je préfère garder ma tour non louée, mais que mon expert me dit que je pourrais la louer à 250 €, parce que si je peux dire que je pourrais éventuellement la louer à 250 €, ça fait du 5 000 € du mètre carré, mais si je la loue vraiment au prix du marché, c'est-à-dire à 160 €, eh bien, mon expert va me dire que ça vaut plus que 3 000 € du mètre carré. Et donc, je vais devoir investir encore plus dans de l'immobilier parce que l'Europe m'impose de couvrir mes risques à concurrence de, je ne sais plus, 15 ou 20 ou 25% par de l'immobilier. Et donc, on maintient des prix artificiellement hauts pour des règles comptables parfois un peu bizarres, voilà, disons-le comme ça. Et certains propriétaires hésitent à baisser les prix, non pas parce que ça va leur apporter moins d'argent, mais parce que la valeur sous-jacente de l'immeuble va beaucoup baisser. Et alors, il aura le problème que tu as souligné, Cédric, comment aller dire aux actionnaires, j'ai acheté un truc 50 avec votre argent et il en vaut 30. Et deuxièmement, il doit placer son argent dans d'autres produits immobiliers qui sont extrêmement difficiles à trouver pour l'instant et extrêmement chers. Voilà. Et alors, ça a un impact délirant sur le marché de l'immobilier, surtout à Bruxelles, parce que Bruxelles, bon, ben voilà, on regarde sur Google Maps, il n'y a pas beaucoup de parcelles vides. Et espérons que les rares parcelles qui ne sont pas encore construites et qui sont vertes sur Google Maps ne vont pas être envahies par des mètres carrés, qu'on va d'abord se soucier de s'occuper des mètres carrés vides. Mais tous ces mètres carrés, même s'ils sont vides, et on pourrait se dire, ils sont vides et on va les récupérer, les reconvertir ou que sais-je, mais les propriétaires, ils se disent, bah non, ça vaut encore 1000, 2000, 3000 € du mètre carré, même vide, même pourri. Je dois rajouter… avant, on disait reconvertir un bureau, c'est 1000 € du mètre carré. Maintenant, c'est 1500 € du mètre carré parce que dès qu'on demande un permis, il faut atteindre des niveaux énergétiques extrêmement élevés qui coûtent très, très cher. Et donc, même les vieux bâtiments de bureaux du boulevard de la Wolu dont personne ne veut plus, enfin, je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais en tout cas, dont peu de gens veulent louer en tant que corporate, on pourrait croire que ça va faire du logement super, mais le logement au boulevard de la Wolu est à 5 000 € du mètre carré. Et on est sur une autoroute urbaine. Voilà. Alors, j'ai malheureusement pas de solution, mais ce sont des problèmes qui m'inquiètent. Hein. Je vois à Bruxelles, c'est dingue ce qui se passe en 2 ou 3 ans. Avant, on trouvait des logements à 2 000 € du mètre carré. Maintenant, les nouveaux projets, il y a rien en dessous, mais rien, hein, en dessous de 3 000 €, il n'y a rien. Et quand on parle de 3 000, il faut rajouter la TVA que le particulier ne peut pas récupérer. On est à 3 600 € du mètre carré, fois 80 mètres carrés, ça fait 300 000 €. Pour acheter un bien à 300 000 €, il faut 90 000 € de fonds propres. 90 000 €, quoi. Hein. Donc, un couple qui économise 1 000 € par mois, il lui faut 90 mois, il lui faut 8 ans avant. Et il n'a pas été au resto ni au cinéma pendant 8 ou 9 ans. Et après, il se tape un prêt de aussi 3 000 € par mois. Donc, cette problématique du prix du foncier est assez inquiétante pour moi. Et alors, est-ce que justement cette problématique du prix du foncier qui a un impact et sur le prix des bureaux et sur le prix du résidentiel, c'est pas ça qui favorise ce phénomène du co-living, parce qu'il y a plein de gens qui savent plus. Enfin, voilà, les jeunes, moi j'ai l'âge que j'ai pu emprunter à 100 ou 120% comme pas mal de bons Belges de l'époque. J'avais un diplôme et une bonne tête, donc voilà. Mais maintenant, même avec un bon diplôme et une bonne tête, on n'a rien, quoi. Hein. Enfin, on va voir la banque et si on n'a pas les droits d'enregistrement, les 20% de fonds propres, etc., on n'arrive plus à emprunter. Donc, les pauvres jeunes primo-acquérants ou les jeunes entrants dans la vie, ben, ils n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le marché locatif qui devient très cher aussi. Et donc, ils s'orientent vers le co-living, qui est un sujet que je connais bien. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Je n'ai pas vécu en co-living. Moi, je me dis que si j'avais 25 ans maintenant, ce serait très sympa d'aller dans un co-living, surtout pendant le Covid, parce que c'est quand même plus sympa d'être dans un co-living à 20 jeunes que tout seul dans son studio. Si j'étais divorcé, puisqu'il paraît-il c'est le deuxième type de client le plus présent dans les co-living, j'irais aussi dans un co-living pour rencontrer des gens et peut-être un ou une nouvelle partenaire
dans le co-living. Mais voilà. Et le coworking, on a dit au début, enfin avant le Covid, waouh, voilà, chaque fois qu'il y a un mètre carré de vide dans un bâtiment, on va mettre du coworking, c'est le futur. Ça s'est cassé la figure pendant le confinement. J'ai quand même l'impression que ça reprend. Enfin, bon, voilà, plus avec. L'immobilier a beaucoup marché par mode. Il y a un moment donné où on a bâtiment vide, maison de repos, bâtiment vide, maison de repos. Maintenant, c'est bâtiment vide, coworking, bâtiment vide, coworking. Et dans 2 mois, c'est bâtiment vide, co-living. Après, bon, on revient à autre chose. Quoi? Mais il y en a beaucoup qui ferment. Mais c'est comme dans tous les nouveaux trucs, hein, il y a la vague et puis il y a les bons ou les bien placés ou ceux qui sont au bon prix ou au bon service qui survivent. Je pense qu'avec le co-living, ça va être comme ça. Heureusement, enfin en tout cas, j'espère en tout cas que le pouvoir législatif va mettre son nez là-dedans parce qu'il y a des chouettes co-living et puis il y a des co-living qui n'ont de co-living que le nom. Et on se partage à 5 réduits, débarras, sans fenêtre, une vague salle de bain. Et ça a la prétention de porter le même nom qu'un co-living fait par un acteur professionnel du co-living avec des prestations sérieuses. Donc là, j'espère aussi que… Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Merci du temps que vous m'avez accordé. Merci Vincent. Jean-Michel qui avait levé la main aussi. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je travaille à l'ARBO, hein, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Donc, on s'intéresse évidemment beaucoup à ce sujet, et en particulier sur les aspects que Marco a déjà évoqués, que Christian a déjà évoqué aussi, et sur les questions de reconversion. Et il y a une question qu'on se posait par rapport aux chiffres de vacances constatés ou projetés, s'il y avait une différence entre le marché sur on va dire, les quartiers de bureaux, les quartiers en zone administrative, les grands immeubles de bureaux, et les bureaux qui existent encore, qui sont quand même assez nombreux dans les zones de logement, dans les immeubles de logement. On se posait la question pour savoir s'il n'y avait pas une opportunité avec plus de vacances dans des ensembles de bureaux, de trouver un moyen, alors je ne sais pas du tout comment, de faire un transfert entre ces occupations de bureaux dans du bâti logement qui est facilement reconvertible, enfin en tout cas qui était destiné au logement en premier ordre, et donc plus facilement reconvertible et sans démolition reconstruction que les immeubles tertiaires. Et alors j'avais une deuxième question, réflexion, toujours par rapport aux reconversions. Donc vous avez mentionné effectivement les prix très élevés des logements issus de reconversion. Il y a un système de charge d'urbanisme qui, en théorie, pourrait permettre de produire au sein de sa conversion des logements abordables, si pas sociaux, ou en tout cas des logements moyens. Mais les reconversions sont exonérées de charges d'urbanisme. Alors, est-ce que supprimer cette exonération, est-ce que ce serait un frein pour le secteur immobilier à reconvertir en logement des bureaux? Voilà mes 2 questions réflexion. Je vais essayer d'y répondre, pas évident, mais en tout cas, par rapport à la première question qui est de dire est-ce qu'on pourrait trouver un mécanisme qui inciterait, je dirais, les occupants de bâtiments résidentiels, mais qui occupent le bâtiment en tant que bureau dans des bureaux vides. J'ai pas de réponse sur le fait qu'on pourrait, par décret, par ordonnance ou quoi que ce soit, l'imposer. Je pense pas que ce soit possible. Maintenant, je pense qu'il y a une certaine dynamique, ou en tout cas un peu plus d'ouverture de la part des occupants pour aller dans des plus grands ensembles qui offrent peut-être davantage de services communs, davantage de salles de réunion partagées, etc. etc. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'est un peu accéléré ces dernières années, même précédemment au Covid, et j'aurais tendance à dire que ça va s'accélérer ou ça va s'intensifier, en tout cas dans les mois et les années à venir, parce que
on est de nouveau dans une logique où on va avoir besoin de moins de mètres carrés, mais on pourrait avoir tendance pour des plus petits occupants, puisque c'est souvent ceux-là qui occupent les fonctions ou les bâtiments résidentiels à la base. Ils pourraient peut-être décider de se séparer de salles de réunion et d'aller dans un ensemble de bureaux qui en favorisent en commun. Donc, de nouveau, peut-être une opportunité pour les coworking. Maintenant, je ne pense pas que l'imposer par décret ou par ordonnance, ce soit une possibilité, mais je pense que c'est un mouvement naturel qui pourrait avoir lieu. Ça va prendre du temps, honnêtement, mais je pense que la voie semble relativement ouverte. Et par rapport à la deuxième question, euh, compliqué d'y répondre hein, parce que j'ai l'impression en tout cas que dans d'autres pays ou en tout cas même en Flandre, l'imposition de réaliser du logement social ou du logement moyen dans des grands ensembles de construction résidentielle semble ne pas effrayer les promoteurs. J'ai pas l'impression que ça devrait les effrayer ici à Bruxelles. Je pense juste qu'il y a, pour l'instant, en tout cas, l'opportunité qui est laissée aux développeurs en cas de reconversion, effectivement, de ne pas avoir de charges d'urbanisme. Et donc, pourquoi, en fait, aller s'ennuyer, entre guillemets, à faire du logement résident, enfin, du logement conventionnel, là où on pourrait faire 100% de logements libres à des prix exorbitants, ou à des prix, en tout cas, qui ne rencontrent pas la typologie des ménages bruxellois. Je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer de la part des pouvoirs publics d'imposer davantage ou est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut supprimer cette exonération ou pas? Je ne vais pas moi me prononcer, ce n'est pas mon rôle, mais je ne pense pas que les propriétaires seraient effrayés ou ils vont sans doute crier au scandale, on s'entend bien, mais en même temps, je pense que il n'y aurait pas de raison à ne pas leur imposer quelque part 10, 15 ou 20% de logements conventionnés dans des grands ensembles résidentiels. Ça ne me paraît pas aberrant en tout cas. Ça marche dans d'autres villes belges et européennes, donc pourquoi pas à Bruxelles. Où je vois que j'ai suscité beaucoup de réactions là tout d'un coup. Paul, Christian et Vincent. Voilà. J'ai peur. Pour compléter ma première question, pour compléter ma première question, en termes de volume, qu'est-ce que ça pourrait représenter s'il y avait ce transfert entre les occupations dans des immeubles type logement vers le bureau? Honnêtement, je n'ai pas la réponse comme ça. Je crois que celle qui serait le mieux placée pour y répondre, c'est Sophie Kuckelbergs, mais qui vient de s'en aller apparemment. Non, je n'ai pas d'idée, mais à mon sens, ça représente moins de 150 000 mètres carrés, quoi. Donc, c'est vraiment pas grand-chose pour régler le problème de la... Enfin, c'est pas grand-chose, oui et non. On s'entend, c'est toujours du vide en moins ou en tout cas une possibilité d'offrir 150 000 mètres carrés de résidentiel en plus. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui va répondre à la crise du logement bruxellois. Je le crains fort, quoi, malheureusement. Et dernière toute petite question, donc il y a une différence, on note une différence de vacances entre ces deux types d'occupation de bureau ou est-ce qu'il n'y a pas de données qui permettent de le voir? Si, il y a des données qui permettent de le voir, mais de nouveau, je pense que c'est Sophie qui aura la vue la plus exhaustive sur la question. Nous, en fait, en tant que grand groupe, on suit essentiellement les immeubles qui sont purs bureaux. On a une vue sur le résidentiel qui est utilisé comme bureau, mais sans doute pas suffisamment clair que pour vous donner un chiffre précis. Maintenant, je pense effectivement que j'ai l'impression, en tout cas, et j'avais fait cette analyse sur l'avenue Louise très récemment, sur l'avenue Louise, en tout cas, tout ce qui était résidentiel occupé comme bureau, et qui en fait, et par ailleurs, avec une fonction purement administrative qui était très vide, il y a eu un déplacement assez massif de corporates ou de sociétés qui étaient dans du résidentiel, qui ont choisi d'aller se remettre dans des bâtiments de bureaux pour justement bénéficier de cette économie d'échelle, de services partagés, etc., et qui a permis de libérer du logement à des prix qui sont ceux de l'avenue Louise, on s'entend, mais en tout cas, il y a eu ce phénomène qui s'est observé, et là où on voyait 12% de vide dans l'avenue Louise il y a quelques temps, on est aujourd'hui à 6%. Après, voilà, je crois que c'est vraiment une question de quartier par quartier. Et de nouveau, le vide que vous allez libérer dans le quartier européen, ou en tout cas les résidents, enfin le résidentiel que vous alliez libérer dans le quartier européen,
si des occupants vont dans des bâtiments de bureaux, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des preneurs ou des locataires à des niveaux de loyer relativement attractifs pour du résidentiel? J'en suis pas convaincu malheureusement, quoi. Mais dans l'Observatoire des bureaux, il y a le bilan qui est fait chaque année des reconversions. Et effectivement, à l'avenue Louise, le bilan est nettement positif. Donc, il y a beaucoup plus de bureaux qui ont été transformés en logements que l'inverse. Là où il y a un enjeu vraiment critique, et Marco évidemment est particulièrement sensible à ça, c'est dans les immeubles de petite dimension qui sont occupés aujourd'hui par la Commission européenne et que la Commission va quitter, puisqu'ils ont décidé de se regrouper dans des immeubles de plus grande taille pour des questions d'économie de gestion. Et donc, il y a pas mal d'immeubles de 5, 6, 10 000 mètres carrés que la Commission va quitter et qui resteront vides sans doute pendant un certain temps avant de nouveau d'avoir les contraintes pour imposer leur reconversion. Et donc là, sans doute, il faudrait que les pouvoirs publics soient un peu plus proactifs pour inventorier ces immeubles, contacter les propriétaires et avoir une démarche pour essayer de sortir ces immeubles de la perspective d'une très longue non-occupation. Oui, tout à fait d'accord. C'est le boulot de CityDev. C'est le boulot de CityDev. Mais pas sur le quartier européen. Non, mais ailleurs bien. Ceci dit, il reste des quartiers qui sont encore qui sont devenus monofonctionnels, pas nécessairement, mais quand même avec du bureau. Je pense au Mont des Arts, par exemple. Il n'y a plus un habitant entre la Petite Ceinture et la statue de Charles Bulls à l'entrée de la ville basse, quoi. Donc, ça pose aussi d'autres problèmes. Peut-être forcer la main au déménagement à certaines boîtes qui n'envisagent pas de le faire. On peut penser au Conseil d'État, par exemple, rue de la Régence. Vincent ou Paul, vous voulez réagir? Je voulais juste un peu inciter à conclure, parce que nous devons quand même rendre le micro, comme on dit. Voilà. Avant la conclusion, on peut encore un ou deux petits commentaires? Mais je voudrais qu'on arrête, parce que notre idée était d'avoir une causerie qui dure 1 heure. Nous sommes déjà largement à 1 heure 3/4. Donc, je veux dire, c'est un peu l'idée d'avoir une vue synthétique. Et je pense qu'il y a des débats qui peuvent se tenir par ailleurs, et ils ont lieu. Moi, je pense que la piste, les points que tu as évoqués, Cédric, et que d'autres ont évoqués aussi, c'est finalement une vision, enfin, moi je suis un éternel optimiste, tout le monde le sait, de voir que la réduction des surfaces de bureaux, des besoins, c'est une opportunité pour rendre plus compatibles et plus empathiques les relations fonctionnelles au sein de la ville qui ont été depuis 40 ans, 50 ans, sur des fronts d'opposition. On se frottait le résidentiel contre le bureau, notamment l'industrie contre le logement ou contre d'autres activités, notamment liées à la logistique. Bref, on a une ville qui a connu, et c'est logique, ce n'est pas un champ de bisounours non plus, des oppositions assez fortes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans une phase un peu plus constructive, parce qu'on est sur le même bateau, d'une certaine manière. Le secteur est en crise. Quand il est en crise, il demande le dialogue, parce que sinon, il va effectivement se retrouver quelque part seul par rapport à ses effrois, notamment financiers, mais pas que. Et donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là que Benoît a initié cette causerie en disant, mais voilà, lui est plutôt du côté du secteur public, d'autres aussi ici, d'autres du secteur privé, d'autres du secteur associatif, peu importe. Mais je pense que l'objectif qu'on poursuit ici, c'est d'instaurer des dialogues de ce genre pour essayer de comprendre comment on peut mettre en place une certaine vision partagée sur des problèmes qui se sont caractérisés d'abord sous le mode de l'opposition, du conflit notamment. Voilà, moi je voudrais remercier Cédric d'avoir accepté ce petit défi. Il est le premier de la série, d'une longue série, on espère, de causeries. Ce sera à peu près chaque mois, sauf pendant les périodes de congé, bien sûr.
On a d'autres thèmes en préparation. Le prochain traitera du problème des gares. Donc, on n'est pas que bruxellois, il faut aussi ne pas oublier ça. On est aussi actif en Wallonie. Et donc, ce sera autour de thèmes de que peuvent devenir les pôles ferroviaires, les gares. En Wallonie, on a un déficit sur l'intégration des gares dans le tissu urbain, ce qu'on ne voit pas du tout du côté flamand. Je caricature un peu mon propos, mais c'est vraiment une réalité qu'on a constatée déjà à plusieurs reprises et on aura l'occasion d'aborder ça donc, à la prochaine séance pour laquelle vous serez bien entendu informés et invités. Merci à Benoît aussi d'avoir mené le débat avec un public de connaisseurs. Donc, un grand merci à chacun. Et voilà, vous pouvez toujours vous contacter par ailleurs pour poursuivre les discussions. Oui, n'hésitez Bonne vraiment soirée à pas. tous. En tout cas, merci de m'avoir invité. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On est ravis de communiquer là-dessus et toujours aussi content de pouvoir essayer de participer un peu plus à cette intégration entre public et privé, ou en tout cas urbaniste et immobilier. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore, quoi. Donc, avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup. Cédric, n'oublie pas de m'envoyer ton PowerPoint pour que je puisse le mettre à disposition. Oui. Sans problème, avec grand plaisir. Très bien, merci à tous en tout cas, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ouais, bon drink. Il est temps. Ouais. Quitter.